Africa International TV, nos programmes. Journal télévisé, débat à caractère socio-culturel, sportif, économique, politique, météo, divertissement humoristique, variété musicale, émission micro-trottoir, nécrologie, émission spéciale à la découverte d'une étoile sur Africa International TV. L'homme est un inconnu connu dans la mesure où on ne peut jamais connaître, qui présente toujours de nouvelles équations. Nous vous souhaitons la bienvenue dans votre émission Nous en parlons sur Africa International TV. Dans cette émission, nous inviterons différentes personnalités avec lesquelles nous évoquerons leur évolution, leurs difficultés, mais aussi et surtout leur réussite. Et oui, on en parle dans un instant sur Africa International TV pour The Evolution Men. De retour sur Africa International TV, la chaîne qui nous édifie. J'ai l'honneur et l'agréable plaisir de recevoir sur ce plateau un homme humble, altruiste, entrepreneur, encadreur, diplomate. Monsieur le consul, bonjour. Bonjour, monsieur Traoré. Monsieur le consul, comme il est de coutume dans notre émission, oui, je vais vous accorder 2 minutes. Je sais que vous êtes connu, et très reconnu d'ailleurs, mais pour les peu de personnes qui ne vous connaissent pas, juste pour vous présenter, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur Traoré. Je salue l'ensemble des ressortissants guinéens dans notre juridiction. Moi, je suis Didi Mohamed Diaby. Je suis né un 13 octobre 1955 à Bouquet. Alors, juste on va revenir un peu sur votre parcours scolaire. Quand on parlait de la promotion cobaye. Bon, pourquoi je dis promotion cobaye? Parce que toutes les réformes ont commencé ou ont été appliquées sur cette promotion-là. Okay. Si je peux bien parler, quand nous avons fait l'école primaire, au moment où on arrivait au collège, il y a eu la révolution culturelle socialiste. Ah, ok. Est-ce que vous voyez? Donc, les collèges, tout a été transformé en centre d'enseignement révolutionnaire. Et chacun devrait rester où il était. C'est-à-dire, si tu avais passé l'examen de passage au collège dans une sous-préfecture, ils ont créé les collèges dans les sous-préfectures. Est-ce que vous avez vu? Donc, quand nous avons quitté là-bas, on a continué, on est arrivé au niveau du collège jusqu'au bac. Au niveau du bac aussi, ils ont créé la 13e année. Okay. C'est-à-dire que c'était le bac unique. Si tu arrives à avoir en 12e, c'est bon. Si tu ne l'as pas, vous allez faire une année de production. Et ceux qui n'ont pas eu, l'année suivante, reprennent l'examen. Et ensuite, quand c'est fini, vous faites un concours maintenant pour accéder au premier degré de l'université guinéenne. Ok. Ça, c'est excellent. Donc,
Ainsi, moi, par exemple, après le bac, j'ai eu le bac en 1974. Nous avons fait la 13e année à Bouquet. Après la 13e année, nous avons fait le concours. Et c'est ce concours-là qui a fait que, après le concours, on m'a orienté à la faculté des sciences administratives de Donka. C'est à ce niveau où j'ai fait 2 ans de formation. Après aussi les 2 ans, vous faites un concours pour accéder à l'université. 2e niveau. C'est là où j'ai été boursier. J'ai eu une bourse, les 10 premiers de la classe. Nous avons bénéficié d'une bourse pour aller étudier en Algérie. Excellent. Voilà. Très bien. Et donc, c'est là où j'ai fait les sciences économiques. Merci beaucoup, monsieur le consul. C'est vraiment intéressant, ces informations-là. Parce que là, vous nous faites revivre un peu l'histoire, comment le système éducatif était organisé à l'antan. Donc, j'aimerais savoir, monsieur le consul, comment a débuté votre carrière professionnelle? Puisque là, vous nous avez dit tantôt que vous étiez parti en Algérie et c'est là que vous avez continué vos études universitaires. Oui. D'accord. Et comment ça s'est passé en Algérie, dans le fond? Merci beaucoup. C'est en 1977 que nous avons bénéficié de la bourse pour aller étudier en Algérie. Effectivement, nous sommes allés en Algérie, mais pour vous dire, en quittant à Conakry, comme on remettait les dossiers à un représentant des étudiants, celui qui était notre représentant, on lui donne les dossiers, lui met les dossiers dans sa valise, il laisse à Conakry, et nous partons en Algérie. Et en Algérie, une fois arrivé là-bas, on demande les documents, il n'y avait pas les documents. Donc, on reste là-bas, et pendant un moment, malheureusement, l'ambassade ou l'ambassadeur qui était là-bas s'est débattu pour qu'il puisse nous inscrire. C'est ainsi que nous avons été inscrits à l'Université des sciences économiques d'Alger, et où nous avons passé pratiquement 5 ans. Et nous avons été diplômés. Et comme tout jeune, en ce moment, quand c'était en 1982, quand on a eu notre diplôme. Quel diplôme? S, sciences économiques. Ah, ok. En ce moment. Option économie financière. Ah, ok. Donc, comme tout jeune, je me disais qu'il fallait travailler dans une banque. C'était ce qu'on voulait. Mais après, on a décidé, avant de rentrer en Guinée, d'aller travailler. C'est à ce moment où on a signé un contrat avec l'enseignement technique. Algérien. Oui. En 1983 maintenant, moi personnellement, j'ai été affecté au lycée technique de, comment dirais-je, de Kinshela. Kinshela, c'est dans la wilaya de Oumoulou-Bouagui. Donc, où j'ai fait 2 ans d'enseignement. 2 ans d'enseignement. Bon, à la fin, ils ont résilié le contrat. C'est en ce moment, quand ils ont résilié le contrat, j'ai décidé de rentrer en Guinée. Et c'était maintenant en 1984. Donc, c'est en 1984,
septembre, je pense bien, je suis rentré définitivement en Guinée. Wow, c'est intéressant, monsieur le consul, ce que vous nous expliquez là. Et effectivement, on voulait aborder dans le sens même de la carrière professionnelle, mais on a compris que vous avez commencé votre carrière professionnelle en Algérie. J'ai commencé effectivement en Algérie. Et par la suite, le contrat a été résilié. Mais dans quel cadre le contrat a été résilié? Bon, il y a eu une contestation de la partie guinéenne qui avait écrit au ministère des Affaires étrangères là-bas parce qu'ils ont constaté que les étudiants qui terminaient ne rentraient pas. C'est-à-dire que nous avons signé des contrats avec l'État algérien. Donc ils ont trouvé ça pas normal. Donc c'est à la suite de cela que nos contrats ont été résiliés. Wow, c'est intéressant. Hein. Dites-moi, comment l'intégration s'est faite en Guinée? Parce que là, vous quittez l'Algérie, votre contrat est résilié carrément, et vous vous retrouvez en Guinée. Ouais, non, quand je suis arrivé en Guinée, les étudiants rentraient, c'était la seule année où les étudiants sont rentrés au camp. Donc, dès que je suis arrivé, tout le monde m'a conseillé d'aller au camp. Donc, nous sommes allés faire la formation militaire. Où pratiquement on a fait 9 mois. Moi, j'ai fait 9 mois. C'était un an. Vous avez vu les Hindu Police là. En ce moment, vous avez entendu parler. C'était notre équipe. Hindu Police. Voilà. Donc, moi, j'étais au kilomètre 36. C'est un jour, je descendais le week-end à Conakry. Nous avons emprunté un véhicule là-bas. Le véhicule, dès que nous sommes embarqués là-dedans, ça s'est renversé dans le pont de Kountia. Moi, c'est là où j'ai eu cette fracture-là. Ah, d'accord. Ah, exactement. Donc, après 9 mois de formation, j'ai eu cette fracture. Et bon, je suis resté maintenant immobilisé pendant 6 mois. Donc les autres sont sortis quand moi j'étais immobilisé. Ils ont relâché, c'est-à-dire ils ont libéré les autres quand j'étais déjà immobilisé. Donc c'est à la suite de cela que j'ai décidé, au lieu de rester comme ça, j'ai dit, néanmoins je ne peux pas rester comme ça. Donc c'est comme ça que j'ai tenté dans les écoles privées en Guinée là-bas. La première école privée de comptabilité là-bas, c'était à l'ECA, où je suis allé, j'ai envoyé mon diplôme et mon certificat qu'on m'a donné à Kinshasa pour dire que j'ai enseigné là-bas pendant 2 ans. Donc dès que j'ai présenté ça, le fondateur de cette école, paix à son âme, c'était Famadi Condé, hein, il a dit, petit, toi, je t'engage. C'est ainsi que j'ai commencé à travailler en Guinée. Hein? Mais il se trouvait déjà que dès que je suis venu aussi, j'avais déjà déposé mes documents, mon diplôme à la fonction publique. J'ai commencé à enseigner quelque temps après. Un arrêté d'engagement est sorti où on m'a engagé en qualité de stagiaire comme économiste financier au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. D'accord. Voilà. Mais quelle matière vous enseignez? Bon. C'était le collège ou c'était une institution professionnelle? Où? En Guinée? Oui, en Guinée. Non, c'était une école professionnelle où on formait des agents, des employés de comptables. Hein? Des comptables. Oui. On a formé beaucoup de comptables là-bas. Wow. Hein, et qui travaillent dans les institutions guinéennes. Ah oui, il y a beaucoup. Donc, à votre actif, vous avez fait combien d'années d'enseignement dans le fond? J'ai fait à peu près 15 ans. 15 ans d'enseignement. Wow, en comptabilité? Oui, en comptabilité.
en comptabilité. Mais la comptabilité, elle est un peu complexe. Et pourtant, la comptabilité n'est pas complexe. Ah oui? Ouais, bien sûr. Parce que souvent, on nous parle de système de débit, de crédit, de solde. Et... Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous résumer tout ça? Ça, c'est des expressions terre à terre. C'est pratique. OK. Hein? C'est pratique. OK. Hein? Un solde, c'est une différence. OK. Dès qu'on te parle d'un solde, hein, le solde, c'est une différence. Quand on te parle de débit ou de crédit, hein, c'est quoi? Okay. Si je veux illustrer ça pour vous, hein, c'est comme tes avoirs. Tu as des avoirs, toi. Tu as des biens. Okay. Hein? Tu as de l'argent avec toi. Tu as de l'argent à la banque. Tu as un bien immobilier. Quand tu as l'argent avec toi, c'est ta caisse, c'est ta poche. Ou bien, concrètement. Oui. Maintenant, l'argent que tu as à la banque, tu prends une partie de ton argent, tu vas confier à la banque. C'est ça, non? Oui. Tu vas confier à la banque. Donc, quand tu lui confies l'argent à la banque, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus cet argent avec toi, tu as confié à la banque va mettre ça, elle va dire que ce sont tes avoirs. OK. Donc, la banque va mettre à ton crédit. Ah, OK, d'accord. La banque met à votre crédit. Vous voyez, c'est pourquoi les avis qui vous viennent là, vos avoirs augmentent là-bas au crédit. C'est-à-dire, c'est un écrit comme ça. À la banque là-bas, quand ils vont tenir votre compte à vous, compte de M. Traoré, chaque fois quand tu déposes l'argent, ils mettent à votre crédit. Ça veut dire que vos avoirs augmentent. Chaque fois quand tu retires, ils mettent à votre débit. Okay. Mais quand vous prenez à la banque, quand vous retirez, ça veut dire vous ramenez, ça veut dire que votre liquidité, c'est-à-dire la liquidité en espèces là, ça augmente. Donc votre caisse augmente. Quand vous prenez, vous déposez à la banque, ça diminue. Okay. Oui. Oui. Mais quand ça diminue chez vous, ça veut dire que votre avoir augmente à la banque. Okay. Ou bien vous avez pris l'argent, vous avez acheté un terrain. Donc ça c'est une immobilisation. Vos immobilisations, c'était bien. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un principe comme ça. Okay. C'est pourquoi toujours, il y a la différence, la banque, si tu déposes, tu retires, la banque à la fin va te donner un solde. Ok. C'est une différence. D'accord. Très belle illustration. Oui. Parlons toujours de votre carrière en question, parce que là, vous m'avez dit que quand vous êtes revenu en Guinée, vous avez pu intégrer par l'enseignement. Vous avez d'abord intégré l'armée. Il y a eu ce malheureux accident. Ouais. Nous sommes vraiment désolés pour ce malheureux accident. C'est le destin. Dieu a voulu comme ça. Merci de l'avoir pris comme ça, parce que ça aide beaucoup à l'évolution de la vie, la foi. Je comprends que vous êtes un homme de foi. Bien sûr. Oui. Alors, vous étiez dans l'enseignement, vous avez déposé des papiers également à la fonction publique. Ouais. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé avec vos papiers à la fonction publique? Dès que j'ai commencé l'enseignement, à donner les cours à l'ICI en ce moment, 3 mois après, on m'a informé qu'il y a un arrêté qui est sorti où j'ai été engagé en qualité d'économiste financier au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Okay. Donc, quand j'ai reçu la note, je suis allé me présenter. Effectivement, c'était ça. J'ai commencé à aller. Okay. Et je suis revenu voir le directeur et qui a dit, bon, je vais te remplacer. Mais après 3 mois de cours, quand il a proposé ça
aux élèves. Il y avait 6 classes de première année que j'enseignais. Les élèves ont décidé unanimement de ne pas me remplacer, que même s'il fallait revenir le soir pour donner les cours, ils préfèrent ça. Ils étudiaient le matin, mais ils ont accepté de venir le soir pour que je puisse les donner les cours. Donc c'est comme ça que j'ai continué avec eux pendant plusieurs années. Wow! Donc pendant 15 ans, vous étiez en train de donner des cours oui. dans le domaine de la comptabilité. Oui, oui. Wow, vraiment merci pour ce don à la nation. Ouais, parce que c'est un véritable don. Monsieur Traoré, s'il vous plaît, ne pensez pas que c'est un don. Okay. Moi, j'ai dit, il ne faut pas être esclave du diplôme. Il ne faut pas considérer parce que j'ai ce diplôme-là, si je n'ai pas le boulot relatif à ça, comme je voulais au départ être banquier, j'allais dire tant que je ne trouve pas de l'emploi à la banque, que je ne vais pas faire quelque chose. Non, ça n'a pas été ma philosophie. Okay. Je me suis dit, ce que je trouve, je prends ça. Donc c'est pourquoi j'ai commencé par l'enseignement. L'enseignement, je pouvais donner les cours, transmettre ces connaissances-là aux élèves. Donc c'est pourquoi je suis parti à l'école. Est-ce que vous voyez? Et Dieu a fait que je n'ai pas fait de concours. C'est un choix qui est tombé sur un certain nombre d'étudiants là-bas. Je crois qu'on était 10 en ce moment. Et on nous a engagés automatiquement, des revenants de l'extérieur. À la fonction publique. À la fonction publique. Donc c'est ainsi que j'ai été engagé en 1986 à la fonction publique. Okay. C'était en novembre. Wow. Comment vous arriviez à supporter ces deux boulots, ces deux jobs? Parce que vous enseignez d'une part et vous êtes également à la fonction publique. Bon, au départ, je n'étais pas tellement chargé. Okay. J'étais un simple stagiaire la première année. Okay. Donc je vais le matin, après je me libère, je vais à l'école. Okay. J'avais même multiplié dans 2 ou 3 écoles. Après, stagiaire, j'ai été chargé d'études. Okay. Je n'avais pas beaucoup d'obligations pendant tout ce temps-là. Je crois que après, j'ai été nommé chef de section. Donc, tout ça là, j'avais des marges de manœuvre. Je pouvais m'absenter sans que il y ait des conséquences sur mon service. Okay. Parce que d'autres pouvaient faire le travail même quand je n'étais pas là-bas. Donc, c'était... Mais surtout, je viens au bureau et je quitte vers 14h30 comme ça pour aller à l'école, pour rester là-bas jusqu'à 19h, 20h, avant d'aller chez moi. Okay. Donc, c'est comme ça que je conciliais les deux activités, l'enseignement et le travail de fonctionnariat. D'accord. Merci pour ces réponses, c'est vraiment excellent, sincèrement. C'est intéressant. Comment ça se passe pour vous arrêtez finalement l'enseignement? Parce que c'est après 15 ans, hein? Oui, c'est après tout ça. Mais j'avais ma responsabilité était grande maintenant parce que j'ai évolué en grade au niveau de la fonction publique. Okay. J'ai été nommé comme directeur des affaires administratives et financières. Okay. Est-ce que vous voyez? Au ministère des Travaux publics. Donc, là, je pouvais rester au bureau jusqu'à 20h. Donc, je ne pouvais plus aller faire les cours. Parce que je ne peux pas quitter, les chefs ont besoin de moi. Je ne peux pas quitter pour aller là-bas. Donc, c'est en ce moment que j'ai stoppé. Et ça consistait en quoi la fonction du DAF? Ah oui,
Ça c'est autre chose. Ça, c'est la comptabilité administrative. Ah, ok. Ça, c'est, tu sais, c'est le poumon. Tu sais, l'argent, c'est le poumon de la guerre. Oui, oui. On l'entend souvent. Ouais, c'est... Bon, parce qu'au niveau de la DAF, en ce moment, la direction des affaires administratives et financières était composée de 3 sections. Il y a l'aspect administratif, ça veut dire le chef de section personnelle. Et il y avait l'aspect comptable, le chef comptable, la fonction que j'ai occupée pendant plusieurs années. Okay. Hein, et le chef de section matérielle. Donc, les 3 sections-là relèvent du DAF. Donc, tout le problème d'argent relève du DAF. Okay. Hein? Donc, vous ne pouvez pas quitter parce que tout est lié au DAF. Hein? Tant que le ministre est là-bas, le ministre est au bureau, ou les responsables sont au bureau, vous êtes au bureau. Vous ne pouvez pas quitter parce qu'ils auront besoin de vous. Hein? Bon, vous voyez. Donc, il y a tout un ensemble de travail administratif à faire. Hein? En matière d'engagement des dépenses publiques. D'accord. Hein? Est-ce que vous voyez? Hein? Parce que vous savez que l'État paye le service fait. Hein? Vous faites l'engagement, vous faites l'ordonnancement, vous faites la liquidation, vous faites le mandatement, l'ordonnancement et le paiement. Wow. Engagement, ordonnancement. Et la dernière phase du circuit financier, c'est le paiement. Okay. Hein? Bien qu'il y a des paiements accélérés. Mais la dernière étape, normalement, toute dépense publique doit passer par les 4 étapes. Ok. Donc, l'engagement, l'ordonnancement... l'engagement, la liquidation, l'ordonnancement et le paiement. Ah, d'accord. Vous voyez? Ouais. J'imagine qu'il faut vraiment bien étudier tout ça pour comprendre. Ouais, bon, on fait des stages pour ça. Ok. Hein? On fait des stages pour ça. Toute dépense publique sur les 4 étapes, normalement. Wow. Et comment ça se poursuit votre carrière de DAF et tout? Bon, naturellement, j'ai été DAF jusqu'à un certain moment. J'ai fait des travaux publics. Okay. Après, ils m'ont ramené au ministère de l'Urbanisme encore comme DAF. C'est en ce moment où il y a eu le coup d'État de 80, après le décès du général Lansana Conté, quand il y a eu le coup d'État. Donc, à la suite de ça, moi, on m'a enlevé comme DAF. Ok. Ah. Mais quand on m'a enlevé comme DAF, quelques mois plus tard, j'ai été à la CENI. Ok. Et j'ai continué à exercer là-bas comme chef comptable par l'intermédiaire d'un ami. Ah, ok. Ouais. Wow, excellent. Donc, vous êtes resté à la CENI aussi pendant 2 ans comme ça, 2 ou 3 ans, pendant 2 ans. Comment votre beau parcours professionnel a pu influencer votre parcours social? Parce que naturellement, vous êtes marié aussi, vous avez des beaux enfants. Ah oui. C'est pas facile de concilier les deux, le social et puis la famille et tout. Ah oui. Bon, influencer. Je ne pense pas qu'il y a une influence. J'ai lié mes activités professionnelles avec les activités de famille. Okay. Mais moi, je vous dis d'abord, moi, j'ai beaucoup retardé pour me marier. Hein. Ah ouais? Ah oui. J'ai beaucoup retardé. Après, j'ai décidé de me marier. Sinon, j'avais un peu tardé pour accomplir certaines choses. Okay. Certaines choses. Et Dieu m'a aidé dans ce sens-là. Mais comment vous avez pu vraiment lier cette vie de famille avec
le travail et tout, quel conseil, par exemple, puisque vous savez, vous êtes aujourd'hui très expérimenté. Pour nous autres jeunes qui commençons maintenant à fonder une famille, vous savez au moins quelques périples que nous allons passer, par exemple. J'ai dit, il faut avoir un objectif dans la vie. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Quand on sait ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai concilié les deux, sans problème. Est-ce que vous voyez? Parce que, comme je dis, je ne rentre pas tôt à la maison. Hein? Parce qu'au départ, j'étais célibataire. Je faisais toutes ces activités-là en célibat. Hein? Vous avez vu que quand on est célibataire et quand on est marié, c'est différent. Les charges ne sont pas de même. Donc j'ai fait pendant plusieurs années célibataire d'abord. Je travaillais par là. Donc même si vous voyez, vous allez vous comprendre que à partir de là, même les revenus que tu gagnes, tu ne dépenses pratiquement pas. Donc ça peut te permettre de faire autre chose. Est-ce que vous voyez? Hein? Et c'est ainsi que j'ai concilié le mariage avec mes activités professionnelles. D'accord. Voilà. C'est excellent, c'est très bien. Par rapport à cela, vous savez, par moment, il y a des jeunes qui sont influencés par la famille aussi pour qu'ils se marient. Et on les impose même d'épouser des femmes et tout. Moi, par exemple, ma femme, je l'ai vue, je l'ai proposée. Moi, on m'a proposé beaucoup de femmes. Hein? Étant étudiant sorti, venu de l'extérieur, on avait nos idées derrière la tête. Hein? Mais, de toute façon, le destin, moi, je résume par un problème de destin. Ce que Dieu a prescrit pour toi, hein, tu ne peux pas échapper. Est-ce que vous voyez? Hein? C'est ça. Mais ce que je peux vous dire aussi en tant que jeune, hein, si le moment est venu de se marier, il faut se marier. C'est important. Hein? Quand vous dites le moment, est-ce qu'on peut savoir vraiment quand ce moment-là arrive? Bon, moi j'avais un objectif. Je voulais faire quelque chose avant de me marier. Je comprends. Donc il faut vraiment bien planifier cela. Voilà. Il faut savoir. J'avais un objectif. Je voulais, d'abord, j'étais dans la grande famille. Hein? J'étais dans la grande famille. Hein? J'ai préféré, quand j'ai commencé à avoir de l'argent, j'ai préféré aller être dans la location, apprendre à payer la location, avant de faire quoi que ce soit. Donc, parce que il faut pas être tout le temps sous tutelle. Donc, ça veut dire que tout jeune doit avoir ça en tête. Parce que quand tu es habitué à ce qu'on te prenne en charge, hein, tu vas devenir éternellement paresseux. Hein? Tu es dans une maison où ton papa ou ton oncle paye, tu manges gratuitement, tu ne vas pas prendre les choses au sérieux. Hein? Donc, ce qui veut dire que cette responsabilité... Il faut apprendre à être responsable. Elle s'apprend. La responsabilité s'apprend. Hein? Et chez nous, c'est ce qui nous manque. Hein? On n'apprend pas. Hein? Hein? Et il ne faut pas, je dis encore, il ne faut pas être esclave du diplôme. Oui, vous l'avez dit. Oui, non. Il faut se lever et faire quelque chose. D'accord. Hein? Donc, on va revenir maintenant sur votre carrière professionnelle. Et merci beaucoup pour ces détails. Je pense que ça va aider beaucoup de jeunes qui veulent évoluer dans ce sens-là. Ils sauront qu'effectivement, c'est possible de concilier, de lier ces deux-là de façon responsable. Vous étiez à la CENI et de la CENI, vous êtes venu en Égypte. Comment l'Égypte est entrée dans votre vie? Bon, vous savez que je suis financier. J'étais à la CENI comme financier. En 2013, ils ont nommé des jeunes
comme étant des financiers dans les ambassades. C'est à ce moment-là que moi j'ai été proposé pour venir ici en tant que premier secrétaire chargé des affaires consulaires et financières. Votre intégration en Égypte, comment s'est-elle passée? Mon intégration ici en Égypte n'a pas été difficile parce que l'équipe que j'ai trouvée en place était une équipe dynamique, très dynamique. Ok. Ce qui fait que nous avons travaillé beaucoup. Ok. Et pour illustrer cela, vous allez comprendre que quand je commençais les activités ici, si tu prends l'enregistrement des ressortissants ici, il y avait à peu près que 450 personnes. Quand vous étiez venu? Quand on était venu. En 2013. En 2013. Si vous prenez aussi les naissances, depuis que l'ambassade de Guinée a été créée ici, il y avait un seul registre, utilisé un seul registre. Et dans le registre-là, il n'avait pas utilisé plus de 20 pages. Hein? Mais aujourd'hui, je vais vous donner à peu près des chiffres. Le nombre de naissances en ce moment jusqu'ici. D'abord, le mouvement de personnes enregistrées aujourd'hui, on est à peu près à 6 000. À l'ambassade. Oui. Ah, ça, c'est ceux qui sont venus s'enregistrer. En dehors de cela, les naissances, on est à combien? Plus de 550 naissances enregistrées. Combien de registres utilisés? Plus de 2 pendant notre temps-là. Donc il y a eu une arrivée massive de Guinéens ici avec des problèmes. Okay. Sans compter, quand il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de problèmes. C'est ainsi que, vous savez déjà, ceux qui sont en contradiction avec la loi du pays, il y a 5 personnes. 3 ou 4 même dans les affaires de drogue. Okay. Et une personne, vous savez, la personne là, vous savez ce qu'il a fait. Le jeune violé Ange, celui qui a violé et assassiné. Donc, vous voyez des cas comme ça. Oui, tout à fait. Ça, si vous prenez aussi les décès, avant, on pouvait faire une année ici, il n'y a pas de décès. Ou un décès seulement. Mais si vous avez remarqué en 2021, il y a eu combien? Plus de 25 personnes décédées. Donc, tout ça là, je vous dis, c'est parce que il y a eu une arrivée massive des Guinéens ici. Soit, ce n'est plus les étudiants, vous savez, avant les gens venaient pour étudier. Mais ces dernières années, c'est plus pour les études, c'est pour les problèmes économiques. Oui. J'ai souvent assisté à vos interviews. Moi, personnellement, je me souviens quand j'étais venu, je suis passé à votre bureau, vous m'avez posé des questions, vous m'avez beaucoup sensibilisé. Et en me disant de faire attention, de suivre correctement mes objectifs pour ne pas m'égarer. Est-ce que vous vous rappelez?
Bon, vous savez, quand les gens viennent le plus souvent, ils ne connaissent pas le terrain. Ceux qui viennent à l'ambassade, moi, je les prodigue des conseils. D'abord, vis-à-vis de la loi du pays d'accueil. Et ensuite, ils sont venus dans un milieu où ils ne connaissent pas. Donc, c'est pourquoi je les prodigue des conseils. Parce que, vous voyez, ça, c'est un handicap pour notre pays. Que les bras valides sortent pour chercher le boulot ailleurs. Ils ne travaillent pas chez nous. Ça veut dire que nos coins se vident. Oui. Hein? C'est pas bon pour le pays. Oui. Hein? C'est pourquoi moi je sensibilise les gens. Je dis, j'ai vu des gens, quelqu'un m'a dit, une fois qu'il a vendu un terrain pour venir ici, j'ai dit, tu as fait un gâchis. Hein? Même si le terrain que tu as vendu, c'est très loin de la ville, j'ai dit, tu peux faire autre chose avec ça. Même si c'est les arbres que tu plantais là-bas. En 5 ans, tu as des madriers. Ça peut vous rapporter quelque chose. Ok. Ce que vous avez perdu là, parce que celui qui m'a dit ça, c'est un mécanicien. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va trouver ici? Okay. Le terrain que tu vois là, le mécanicien là, qu'est-ce qu'il va trouver ici? La mécanique? Ouais. Non? Il va trouver quoi? Rien. Pratiquement. Ça, c'est vrai. Hein? Vous avez vu, ça, c'est des problèmes. Ça, c'est vrai. Hein? Encourageons les jeunes à réussir chez nous. On peut bien réussir en Guinée. On peut bien réussir en Guinée. Okay. Mais si on met dans la tête de tout le monde que si tu ne sors pas, tu ne peux pas réussir, c'est grave. Okay. Et je crois que c'est ce qui se passe. Maintenant, les gens viennent ici avec tous les problèmes qu'on a et qu'on doit gérer. Okay. Et presque on tend vers la fin de l'émission. Ouais. Ben, sauf que j'aurais peut-être 3 questions à vous poser pour finir cette émission-là. Ouais. Et la première question, c'est un peu de savoir quelle était la relation entre vous et la communauté. Bon, moi je crois que pendant tout le temps que nous avons fait ici, il y avait une bonne relation entre la communauté et nous. On ne peut pas dire que nous sommes des hommes, il y a toujours des petits problèmes. Mais nous, je crois que le problème de la communauté était notre problème. Hein? Parce que vous nous avez vu dans toutes les organisations de la communauté ici. Hein? Nous avons traité tous les dossiers ensemble. Ça, c'est vrai. Hein? Quand il y a des mariages, quand il y a des décès, quand il y a des arrestations, hein? On a traité tous les dossiers ensemble. D'accord. Hein? S'il y a la lecture du Coran, on est présent. On contribue comme tous les autres. Moi, je pense que je ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu de problème, mais nous avons toujours géré les problèmes. D'accord. Et nous sommes venus pour gérer les problèmes. On ne gère pas tous les problèmes de la même façon. Hein? Mais on gère les problèmes pour trouver les solutions. Quand un problème est posé, on l'aborde pour qu'on puisse trouver la solution. Mais il y avait un problème quand même très très aigu récemment, le problème de trafic humain. Comment vous avez... Mais le problème de trafic humain, ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. Ce problème date, nous, on l'a trouvé ici, au départ. Quand les Nigérians, au départ, sont les Nigériens qui envoyaient les gens ici. Hein? Après, qu'est-ce qui a aggravé le problème? C'est les gens même qui sont passés par cette voie-là, par ce trafic-là, qui sont rentrés aussi dans la danse. Eux-mêmes, ils envoient quelqu'un, il travaille pendant 1 an. Après, quand lui aussi, dès qu'il commence à travailler pour lui-même, lui aussi, il fait venir des gens. C'est comme ça là, que ça s'est aggravé. D'accord, je comprends. Monsieur le consul,
Vraiment, nous sommes très contents aujourd'hui de vous recevoir ici. Merci beaucoup. Nous tendons pratiquement vers la fin de cette émission. Oui. Nous savons également que bientôt vous allez quitter l'Égypte. Oui. Dites-nous, qu'est-ce qui va se passer après l'Égypte pour vous? Ce que Dieu voudra de moi, c'est ce qui va se réaliser. Ok. En tout cas, je quitte ici avec beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir. Tant qu'on vit, il faut espérer. Je quitte en se disant que je suis capable encore de faire beaucoup de choses. C'est ça. Oui. Donc, nous savons que vous étiez entrepreneur ou vous êtes entrepreneur. Est-ce que vous pensez évoluer dans ce sens? Je suis quelqu'un qui ne veut pas croiser les bras. Je ne suis pas entrepreneur, mais je suis quelqu'un d'objectif. Ok. Est-ce que vous croyez que quelqu'un qui a la volonté, il a la santé, il peut aller s'asseoir et sans faire quelque chose? Non. Non. Il va faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. C'est vrai. Et moi, je te dis au départ, j'ai dit, je suis quelqu'un du village. Est-ce que vous voyez? Et j'ai commencé ma vie avec les activités champêtres, que j'ai concilié avec l'école coranique, l'école française, jusqu'à être ce que je suis aujourd'hui. Donc, j'ai la possibilité de faire autre chose. Est-ce que vous voyez? Si je ne travaille pas dans un bureau, je peux travailler pour moi-même. Je peux faire autre chose. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Je peux faire. Je suis encore utile. Je peux être utile à moi-même. Et peut-être utile à ma communauté, utile à ma famille. C'est tout. D'accord. Alors, Monsieur le Consul, nous vous remercions beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. Nous voilà pratiquement à la fin de cette émission. Vous nous avez accompagnés pendant tout ce temps ici en Égypte et on était très fiers de collaborer avec vous, une bonne personne comme vous, sincèrement. La caméra sera à vous tout de suite. Vous allez donner votre mot de fin. C'est à moi de vous remercier de m'avoir invité pour passer en revue certains aspects de ma vie, ce que j'ai vécu jusqu'ici en Égypte. En quittant en Égypte, je veux d'abord remercier tout le monde. Parce que pendant les 10 ans, il y a eu beaucoup de problèmes, mais nous nous sommes compris. Je quitte tout en demandant à la jeunesse guinéenne qui se trouve ici, de fournir beaucoup d'efforts, de respecter les lois du pays d'accueil, d'éviter les problèmes et surtout de mettre un plan de retour au pays. Un plan de retour au pays. Un plan de retour au pays. L'aventure nous trompe de fois. Vous verrez certains qui ont fait 20 ans ici, 15 ans, ils pensent toujours qu'ils sont jeunes. Non. Certains sont là,
Bientôt, ils seront dans la quarantaine, ils ne sont pas mariés. L'aventure nous trompe. Quand on est à l'aventure, on pense toujours qu'on est jeu. Mettez un plan de retour. Vous avez tout le monde à sa place en Guinée. Moi qui vous parle, j'ai ma place là-bas. Même en tant que retraité. Vous aussi, en rentrant, vous aurez votre place. Parce que vous êtes relativement plus jeune que moi. Il ne faut pas attendre que vous soyez fatigué pour rentrer au pays. Rentrer au pays au moment où vous pouvez faire, où vous avez la force, je vais dire. Rentrer au pays quand vous avez la force. C'est le pays, notre pays qui peut nous grandir. Ça, tout le monde doit mettre ça dans sa tête. S'il vous plaît, c'est cette recommandation que je demande aux gens de faire le retour. Surtout les pays arabes là. Hein? Dans les pays arabes, on va durer, vous allez voir que le résultat, vous allez trouver que vous avez laissé des jeunes là-bas, hein, qui ont avancé plus que nous. Et merci beaucoup, monsieur le consul, encore une fois de plus, d'avoir accepté notre invitation. Et voilà qui est bien conclu. Nous remercions tous les aimables téléspectateurs et nous vous invitons à suivre régulièrement cette émission qui ne finira pas de nous accompagner dans notre émergence. Merci pour The Evolution of Man avec le consul.